Évidemment, tout le monde a déjà entendu parler une fois dans sa vie de ces day traders qui ont réalisé en bourse des gains mirifiques en quelques heures, des gains incroyables. Pour autant, le gendarme de la bourse américaine, et pas seulement, d'autres études l'attestent aussi, incite à beaucoup plus de prudence. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la banque Mirabeau. Bon, le day trading, ça suscite parfois des rêves, en tout cas des fantasmes, mais si on regarde les études, et il y en a pas mal qui ont été pondues sur le sujet, que nous disent les statistiques? Allez, on va pas tout déflorer. Non, mais écoutez, vous avez dit une chose qui est très importante et surtout, vous savez, durant la période du Covid, vous avez beaucoup d'argent qui a été mis en bourse et on se souvient notamment aux États-Unis qu'une partie des chèques qui avaient été alloués aux ménages américains étaient allés dans la bourse et dans le day trading et tout le monde se souvient par exemple de l'effet GameStop où vous aviez par exemple une personne qui avait fait la une des journaux parce qu'en pariant sur des options sur $500 d'options sur GameStop et en les revendant 3 semaines après, il avait fait plus de $200 000. Donc, vous avez vu que l'attrait du gain facile, etc. Alors, ce qui est très intéressant de regarder, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont été écrites sur le phénomène du day trading, des études très sérieuses qui sont relatées sur plusieurs années. Et si vous prenez, par exemple, la première étude, qui est une étude qui a été commanditée par eToro, on voit que près de 80% des clients particuliers auraient perdu de l'argent sur une période de 12 mois avec une perte médiane de 36%. Donc ça, je dirais que c'est assez positif, entre guillemets, par rapport aux autres statistiques que je vais donner. Vous avez une autre étude qui a été faite par l'Université de São Paulo en 2019 qui nous dit que 97% des personnes qui ont effectué des transactions sur le marché durant près de plus de 300 jours ont perdu de l'argent sur leurs transactions et que vous avez seulement 1,1% de ces 100% de personnes qui gagnent plus que le salaire minimum brésilien en faisant du day trading sur plus de 300 jours. Vous avez une autre étude qui a été publiée par plusieurs universités qui dit que sur une période de 15 ans, donc ils ont pris les années 92 à 2006, qui disent que les day traders les plus expérimentés, même eux, perdent de l'argent et que, étonnamment, malgré leurs pertes, ils continuent d'investir. Et la dernière étude, qui est peut-être la plus sérieuse, entre guillemets, qui est, vous l'avez dit en préambule, qui a été faite par le gendarme de la bourse, la SEC, qui dit que environ 70% des cambistes, donc ceux qui traitent sur les devises, perdent de l'argent chaque trimestre et qu'en moyenne, 100% de l'investissement d'un client de détail, c'est ce qu'on appelle les investisseurs retail, disparaissent dans les 12 mois. Alors, pas moi qui le dis, c'est le gendarme de la bourse américaine qui a publié une étude extrêmement sérieuse sur ce phénomène du day trading. Ouais, après, le bémol qu'on peut apporter, c'est qu'on parle des cambistes, donc c'est ceux qui font du day trading sur les devises, qui est un des marchés les plus compliqués à appréhender. Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Et effectivement, c'est comme je disais avant dans les autres études qui parlaient, elles, des actions, on voit que, évidemment, il y a plus de pertes que de gains, mais on voit que c'est à la base pas 100%, comme le met en avant la Réserve fédérale, enfin la SEC, pardon, Ouais. le gendarme boursier américain. Ouais. Donc jouer au casino, John, c'est moins risqué en définitive que faire du day trading sur le Forex. C'est ça la conclusion. Tout à fait. Et une nouvelle fois, c'est pas moi qui le dis, c'est cette étude très sérieuse qui a été faite sur de nombreuses années, qui prend un exemple très concret en prenant toujours sur le Forex, attention, donc sur les devises, eh bien, un des acteurs en ligne qui s'appelle FXCM, qui est un acteur connu aux États-Unis, c'est un des principaux courtiers sur devises, eh bien, il prend une étude très complète où il dit que la moyenne des gens qui ont un compte chez eux, c'est 2 transactions par jour. Donc, globalement, la plupart des trimestres comprennent 62 jours de bourse, 62 jours de négociation. Donc, ça veut dire que chaque trimestre, une personne moyenne chez eux fait 124 transactions par trimestre. Alors, partant de ce calcul-là, ils se sont dit qu'au lieu de faire 124 transactions sur les devises par trimestre, eh bien, faisons la même chose avec, sur un trimestre, 124
jeu au niveau du blackjack, mais en prenant toujours, évidemment, la même formule, en ne changeant pas. Par exemple, le blackjack en montant jusqu'à 14, ou je ne sais pas, pour ceux qui sont des joueurs de blackjack, ils ont fait la même chose en pariant sur 24 tours, 24 fois que vous jouiez à la roulette, 124 fois, pardon, où vous jouiez au craps, 124 fois parier sur une des équipes de foot américaines, le NFL. Et en fait, qu'est-ce qui ressort donc de cette étude, et je répète, très sérieuse, c'est que si vous jouez au casino, vous perdez dans 56% des cas. Si vous jouez au craps, si vous jouez au blackjack, toujours la même stratégie, vous perdez dans 58% des cas. Alors que si vous traitez sur les devises sur un trimestre, c'est plus de 70% des cas, comme on l'a dit avant. Le seul risque qui est supplémentaire, je dirais, c'est de jouer à la roulette parce que c'est toujours en moyenne 72% des cas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que si vous jouez au craps ou au blackjack, vous avez moins de chances de perdre de l'argent qu'en pariant de manière constante sur les devises. Donc il faut mieux se fier aux statistiques et à l'histoire qu'à vous écouter qu'au day trading. Oui, alors ce qu'il faut faire attention, je pense que la conclusion de tout ça, c'est que si vous faites comme les autres, je dirais, en fin de compte, vous rentrez dans ces statistiques. Donc en fait, vous devez faire quelque chose de différent, vous démarquer de la majorité si vous voulez vous démarquer des autres. Maintenant, évidemment, comme vous l'avez dit, si vous prenez l'histoire, on parle souvent d'histoire ensemble, David, si vous prenez depuis 100 ans, le gain moyen sur le S&P 500, c'est 10,33% chaque année. Alors, évidemment, c'est une moyenne sur 100 ans. Évidemment, cette moyenne des 10,33% inclut le réinvestissement des dividendes. Et ce qui est très intéressant aussi sur cette étude historique, c'est que, en fait, on remarque que lorsqu'on réinvestit les dividendes, les dividendes représentent 40% du gain total sur cette période de 100 ans. Si vous corrigez tout ça de l'inflation, la performance moyenne du marché boursier, parce qu'évidemment, il faut corriger de l'inflation, chaque année, c'est de 7,1%. Alors, ce qu'il faut faire attention, comme dans toutes les moyennes, c'est qu'évidemment, si on regarde sur ces 100 dernières années, concrètement, on voit qu'on a 3 périodes de hausse et d'autres périodes de stabilité, je dirais. Et ces 3 périodes, c'est des années 40 aux années 60, on voit que le marché monte. Après, vous avez des années 80, au milieu des années 90 où ça monte, ou des années 2010, comme on le sait, après la crise, jusqu'aux années 2021. Donc, la grande question aujourd'hui, si on veut se fier à l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire, est-ce qu'on est dans un nouveau cycle haussier, malgré le fait qu'on soit sur des records, par exemple sur le CAC 40, ou est-ce qu'on rentre à nouveau, comme on l'a connu souvent ces 100 dernières années, dans une période de stabilité? Mais ce qui est sûr et certain, lorsqu'on regarde, quelles que soient les périodes, c'est que les pertes sur le day trading, sur le forex, sont plus importantes que, évidemment, si on prend une moyenne historique, et même de traiter des actions au lieu de traiter le forex. Donc plus que le day trading, notamment sur le forex, il faut opter pour une philosophie de la sagesse avec un investissement au fil de l'eau sur les marchés boursiers. C'est ça la conclusion? Exactement. Et aussi, on en a parlé aussi souvent ensemble en moyennant, plutôt que de mettre, en utilisant un terme de joueur, au lieu de mettre all-in sur une couleur ou sur un chiffre, évidemment en diversifiant et en moyennant, c'est-à-dire en allant, si vous n'êtes pas convaincu, en mettant pas toute votre pause sur une société ou sur un chiffre. Quand même, 10% par an depuis 100 ans sur le S&P 500, ça doit quand même résonner un petit peu, même si ce n'est qu'une moyenne évidemment. Merci beaucoup. Explication point de vue signé John Plassard pour la banque Mirabaud. Salut John, merci beaucoup. Merci David.